Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle d'exosquelettes, on a souvent l'image de ces personnages de science-fiction enveloppés dans leur carapace façon Robocop. Et pourtant, les exosquelettes existent déjà. On en trouve aujourd'hui dans le domaine militaire. Pour aider les soldats à soutenir le poids de leur matériel, on en trouve aussi dans l'industrie pour assister dans les tâches qui nécessitent de la force. Mais ils ont aussi conquis le domaine médical pour permettre aux personnes handicapées de se mettre debout et marcher à nouveau. Quand la technologie vient au service du handicap, c'est l'objet du dossier que vous allez découvrir aujourd'hui. Voici le sommaire. Allez, partons à la découverte des futurs exosquelettes pour la santé. Dans ce nouveau dossier, vous découvrirez des innovations fascinantes. Mais avant tout, comment ça marche un exosquelette? Comment piloter une machine sans faire un seul geste? En réalité, ces appareils ne datent pas d'hier. Depuis longtemps, les exosquelettes font rêver les inventeurs et les récents progrès technologiques ont donné naissance aux premières machines. Que nous réserve l'avenir? On vous dira tout. Ensemble, nous partirons aussi à la rencontre des patients qui utilisent déjà ces appareils pour comprendre leurs bénéfices et leurs inconvénients. Allez, on y va et un pas devant l'autre. Merci la petite voix. Allez, c'est parti. Alors un exosquelette, comme son nom l'indique, c'est un squelette extérieur ou externe si vous préférez. Beaucoup d'invertébrés, comme les insectes par exemple, en sont équipés. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les exosquelettes motorisés. Et il en existe deux grandes familles. Il y a les exosquelettes qui suivent les mouvements de l'homme pour l'assister dans l'effort. Et puis à l'inverse, il y a les exosquelettes qui imposent des mouvements aux personnes qui ne peuvent plus bouger leurs membres. Eh bien justement, comment ces exosquelettes arrivent-ils à reproduire le mouvement humain? Regardez, comment ça marche. Ah, si seulement j'avais des super jambes de robot pour marcher super loin et super vite, je voyagerais partout. Tu sais, il existe déjà des exosquelettes. Ce sont des appareils robotiques qu'on porte un peu comme un vêtement et qui nous assistent dans certains de nos mouvements. Par exemple, les usines commencent à équiper les ouvriers pour les aider à soulever des charges lourdes. Pareil pour les soldats. D'autres types d'exosquelettes entraînent le mouvement des membres pour la rééducation et permettent aux personnes paralysées de remarcher. Waouh! Et comment ça fonctionne? En plus de l'exosquelette, le patient porte un sac à dos contenant un ordinateur relié à un capteur de mouvement placé sur son torse. Pour marcher, il suffit que la personne penche légèrement son buste en avant. Le capteur détecte le mouvement et envoie l'information à l'ordinateur rangé dans le sac à dos. Ensuite, cet ordinateur envoie les ordres sous forme de messages électriques vers les jambes de l'exosquelette qui se mettent en marche et permettent à la personne de réaliser des pas. Ça marche! Et concrètement, qu'est-ce qui actionne les jambes de l'exosquelette? Il y a des moteurs au niveau des cuisses de l'exosquelette qui fonctionnent grâce à des batteries, comme celle de ton ordinateur par exemple. Ensuite, des mécanismes remplacent l'action des muscles, des tendons et des articulations pour reproduire les mouvements. Par contre, la vitesse de marche est très lente, environ 1,6 km/h pour les exosquelettes actuels. Pour te donner une idée, une personne valide marche en moyenne à 4 km/h. S'ils vont moins vite, est-ce que c'est parce qu'ils marchent moins bien que nous? Effectivement, la marche humaine classique, c'est une chute en avant contrôlée. Regarde, tu vas comprendre pourquoi. Lorsque tu déplaces une jambe, que tu la poses sur le sol et que ton torse passe en avant, tu n'es plus en équilibre. Il faut alors que tu ramènes ton autre jambe devant la première pour continuer à marcher. On dit que la marche est dynamique. En fait, la marche humaine, c'est une suite de déséquilibres. Et pour être parfaitement stable à l'arrêt, tu n'as pas le choix. Tes deux pieds doivent être au même niveau. Bien sûr, tout ça, tu le fais sans réfléchir et automatiquement, parce que tu perçois naturellement le sol sous tes pieds. C'est extrêmement compliqué à reproduire dans une machine, car la plupart des robots possèdent des pieds trop rigides et ne perçoivent pas bien l'appui de leur semelle au sol. D'accord, mais alors ils marchent comment les robots? En fait, la marche de nombreux robots supposés imiter celle des humains est dite statique, car ils sont perpétuellement en équilibre. Il n'y a pas de chute en avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes qui utilisent un exosquelette sont obligées de s'aider de béquilles. La marche humaine et la marche robotique de l'exosquelette ne sont pas compatibles pour l'instant. Mais les premiers prototypes de robots à la démarche dynamique font leur apparition. Chouette! Tout le monde pourra les utiliser alors.
Pour l'instant, ils sont principalement utilisés dans des cliniques ou des centres de rééducation pour redonner la posture debout au moins quelques heures par semaine à des personnes en fauteuil roulant. Non seulement ça améliore leur circulation sanguine et ça les aide à retrouver leurs muscles, mais surtout, ça leur fait du bien au moral. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne un exosquelette pour paraplégiques, c'est-à-dire pour des personnes paralysées des membres inférieurs. Mais aujourd'hui, la science et la technologie relèvent un autre défi. Permettre à des personnes tétraplégiques, c'est-à-dire paralysées des 4 membres, de bouger à nouveau leur corps. Et là, ça se complique, car c'est le cerveau, ou plus exactement la pensée du patient qui pilote l'exosquelette. À Grenoble, le centre de recherche Clinatech est d'ailleurs en train de mettre au point ce dispositif incroyable. Alors comment l'activité cérébrale peut-elle activer une machine? Regardez, vous allez tout comprendre. Un exosquelette contrôlé par le cerveau, ça existe vraiment? Oui, mais ces premiers exosquelettes sont pour l'instant en phase de test par des personnes dites tétraplégiques. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus bouger ni leurs bras ni leurs jambes. Donc pour mettre en marche l'exosquelette, elles n'utilisent pas le mouvement de leur torse, comme les paraplégiques, mais leur cerveau. Incroyable! Est-ce que ça a un lien avec les signaux électriques dans notre cerveau? Bien vu, mais reprenons les bases. Dans ton cerveau, il existe des zones de neurones spécialisées pour des fonctions bien précises, comme la vision, l'audition ou encore la motricité. Quand tu lèves le bras, par exemple, la zone de ton cerveau en charge de la motricité s'active. Les informations pour faire ce geste sont transmises entre les neurones sous la forme de petits courants électriques. Ensuite, ces informations circulent dans les fibres nerveuses de la moelle épinière, située dans la colonne vertébrale, jusqu'en direction des muscles. Le problème chez une personne tétraplégique, c'est qu'au niveau du cou, une lésion de la moelle épinière empêche le passage des informations nerveuses du cerveau jusqu'aux muscles. Elle est donc paralysée. D'accord, mais alors comment la personne peut activer l'exosquelette? Eh bien, si tu imagines lever ton bras ou si tu le lèves réellement, la zone de ton cerveau responsable de la motricité s'active dans les 2 cas. Waouh, c'est impressionnant, hein? Et comment on détecte si cette zone s'active ou pas? J'y viens justement. On implante des électrodes. Mais attention, pas directement dans le cerveau. Les électrodes sont regroupées dans 2 implants situés au niveau d'une membrane de protection du cerveau qu'on appelle la dure-mère. Il y a un implant à droite et un autre à gauche de la boîte crânienne. Lorsque la personne s'imagine en train de marcher, les petites électrodes détectent les signaux électriques liés à la marche. Ensuite, il faut décoder ces signaux. Ah oui, c'est un peu comme un langage secret qu'il faut déchiffrer. Et pour ça, l'implant envoie les signaux captés à un casque sous forme d'ondes radio. Celui-ci les transmet à son tour à l'ordinateur, situé dans le dos de l'exosquelette. Une fois les bonnes informations sélectionnées, des algorithmes les transforment en ordre compréhensible par l'exosquelette. J'ai compris, mais est-ce qu'on ne pourrait pas éviter d'implanter les électrodes? Bonne question. On peut effectivement enregistrer les signaux électriques du cerveau grâce à des électrodes posées sur le crâne. Mais ces signaux sont trop faibles pour être bien décodés et commander l'exosquelette. Ça veut dire qu'avec les implants, l'exosquelette peut faire les mêmes mouvements que nos muscles et articulations? Pour l'instant, une personne équipée d'un exosquelette ne peut pas tenir debout en équilibre. Elle doit donc être suspendue pour marcher. Mais l'exosquelette permet déjà de faire plusieurs mouvements, permettant à la personne de se déplacer dans toutes les dimensions de l'espace, même pour les mouvements des bras et des poignets qui étaient jusqu'à présent limités à 2 dimensions. C'est incroyable. En fait, grâce à ces machines, les personnes réapprennent à bouger leur corps. Oui, exactement. Mais cela demande du temps et du travail. Comme quand on apprend à marcher pour la première fois, à jouer d'un instrument ou encore à faire du roller. Et cette phase d'apprentissage peut être plus ou moins longue selon les personnes. Ah, donc piloter un exosquelette avec son cerveau, c'est pas aussi simple qu'on le pense, hein? Les exosquelettes ne datent pas d'hier, non. Au 19e siècle déjà, un certain Robert Seymour imaginait les premiers prototypes. Et puis avec le temps, les chercheurs les ont équipés petit à petit de moteurs. Mais les premières expérimentations commencent vraiment dans les années 1960, en particulier dans le domaine industriel et médical. Voici la longue marche des exosquelettes depuis leurs premiers pas jusqu'à aujourd'hui.
Des ailes d'Icare à la combinaison d'Iron Man, en passant par les bottes de 7 lieues du Petit Pousset, les humains ne manquent pas d'inspiration quand il s'agit d'imaginer des exosquelettes. Au XIXe siècle, stimulés par les débuts de la machine à vapeur, des inventeurs et dessinateurs proposent les premiers concepts d'exosquelettes. En 1830, Robert Seymour, célèbre illustrateur britannique de l'époque, caricature des appareils censés aider les gens à marcher. Une calèche théière propulsée par de la poudre de thé explosive ou encore une machine à vapeur qui contrôle une paire de bottes. En 1890, l'inventeur russe Nikolai Yagn imagine un appareil capable de marcher, sauter et courir grâce à des ressorts. En 1917, c'est au tour de l'Américain Leslie Kelly de mettre au point un appareil fonctionnant à la vapeur pour faciliter la marche et la course à pied, le pédomotor. Hélas, la plupart de ces inventions sont restées dans les cartons à cause des limites technologiques de l'époque. Les premiers exosquelettes apparaissent dans les années 60 et dépassent rarement le stade de prototype. Au début, les projets se destinent surtout à des personnes valides afin de les assister notamment dans le domaine industriel. C'est le cas de l'Hardiman, un exosquelette développé en 1965 aux États-Unis par l'entreprise General Electric, censé permettre à un humain de multiplier par 25 la charge qu'il peut porter. Malheureusement, le projet sera abandonné à cause du poids des composants et du coût des matériaux. À la fin des années 60, le professeur serbe Miomir Vukobrakovic et son équipe de l'Institut Mihailo Pupin fabriquent un exosquelette fonctionnant à air comprimé et destiné aux paraplégiques. En 1972, il est testé à la clinique orthopédique de Belgrade. Hélas, les recherches ne continuent pas et l'appareil finit par être oublié. En 2000, un exosquelette fixe fonctionnant sur tapis roulant est créé en Suisse par l'entreprise Okoma. Grâce à cette nouvelle machine, les patients en rééducation peuvent marcher à nouveau. Le but recherché, améliorer la circulation sanguine, renforcer les os et diminuer l'effort physique des thérapeutes qui n'ont plus à soutenir les patients. L'agence de recherche du département de la Défense des États-Unis lance un programme de recherche en 2001 sur les exosquelettes à usage militaire, boostant les avancées technologiques du domaine. En 2006, l'exosquelette Blix, issu de ce programme de recherche, voit le jour. Ce nouvel appareil permet de porter une charge de 75 kg en marchant à une vitesse de 3 km/h. Il a ensuite débouché sur une version plus performante, baptisée Hulk, et développée depuis 2009 par la société Lockheed Martin. Cet exosquelette se déplace plus vite à 11 km/h et porte des objets pesant jusqu'à 90 kg. Il est testé par les soldats dans le but d'assurer leur mission sans se fatiguer. Hulk, c'est un peu la star des exosquelettes militaires. Pendant ce temps-là, la recherche continue au Japon. En 2004, des chercheurs de l'université de Tsukuba fondent la compagnie Cyberdyne et développent l'exosquelette HAL. Le but est de fabriquer un appareil capable d'assister des personnes handicapées et d'augmenter la force des sauveteurs lors de missions dangereuses. En 2008, un exosquelette de bras, appelé Able, est développé par une équipe du CEA en France et testé par des chercheurs des universités de Paris 5 et 6. Leur but, rééduquer des personnes qui ont perdu la motricité de leurs bras. C'est à partir des années 2010 que l'essor des exosquelettes prend de l'ampleur. En 2012, une patiente paraplégique marche à nouveau grâce à l'exosquelette Rewalk de la société israélienne Argo Medical Technology. Cette prothèse commence même à être commercialisée dans le monde entier. À la même période, la société française RB3D présente Hercule, un exosquelette développé avec le CEA dont les applications sont à la fois militaires et civiles. Le CEA poursuit ensuite ses recherches et développe Hercule Slim, un exosquelette optimisé pour aider à porter des objets lourds. Petit à petit, ces exosquelettes font leur apparition sur les chantiers afin d'assister les ouvriers lorsqu'ils soulèvent des charges lourdes ou encore dans les centres de rééducation pour des personnes ayant subi des accidents par exemple.
En 2017, un patient tétraplégique a pour la première fois reçu un implant capable de piloter un exosquelette complet de bras et de jambes. Une innovation réalisée par des chercheurs du CEA et du Centre de recherche biomédicale Clinatech à Grenoble. Aujourd'hui, les innovations dans le domaine des exosquelettes sont croissantes. Et même s'il reste du chemin à parcourir avant que les exosquelettes entrent dans le quotidien de toutes les personnes handicapées, la recherche avance. Et qui sait, peut-être, un jour, les fauteuils roulants auront disparu. Alors maintenant que vous savez tout sur les exosquelettes médicaux, eh bien on va aller à la rencontre de ceux qui les utilisent ou qui les apprivoisent pour retrouver la marche. Car ça demande quand même un certain entraînement. Nous sommes allés au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Kerpap, dans le Morbihan. C'est l'un des centres pionniers dans l'expérimentation des exosquelettes. Regardez. Direction la Bretagne et plus précisément le Centre de rééducation de Kerpap. Ici, depuis 2011, les patients handicapés utilisent déjà des exosquelettes dans le cadre de programmes de rééducation. Je fais des séances d'exosquelettes depuis presque 1 mois et demi. Et au début, c'était très difficile. Il a fallu régler la machine en fonction des mouvements que je faisais, de comment je me sentais pour éviter que ça me gêne. On se sent un peu bloqué par la machine, par son poids, etc. Mais maintenant, ça nous permet d'être beaucoup plus autonome sur la marche, de pouvoir durer plus longtemps et d'avoir un schéma de marche plus qualitatif. Mais attention, la maîtrise de l'exosquelette se fait étape par étape. Et pour commencer, le patient équipé de la machine se met debout. Une fois que la personne et la machine se retrouvent debout, là on va travailler l'équilibration du patient avec la machine, puisqu'en fait les deux ont leur propre équilibre et il faut que le patient en fait utilise et apprenne à comprendre comment cette machine influe sur son équilibre. Donc on travaille en statique, la position transfert des appuis sur un pied, puis l'autre, en avant, on utilise des cannes ou un déambulateur. En arrière également, équilibre yeux fermés pour voir si la personne ressent en fait cet équilibre à l'intérieur de lui. Sur les côtés, avec ton poids du corps. Tu peux osciller gauche-droite. Quand on le sent prêt, et souvent dès la première séance, on commence en fait la mise en route de la marche avec ces appareils. Et les paramètres sont souvent assez faciles pour démarrer. C'est-à-dire qu'on va mettre des longueurs de pas très courtes, des vitesses très lentes. Et quand la personne commence à être plus à l'aise, on va modifier les paramètres pour s'adapter et adapter la machine le plus possible à la motricité. Donc on a vraiment besoin d'une interaction entre ce que le patient ressent, ce que nous on peut voir en tant que rééducateur. Au bout de 5 séances, en général, on trouve le programme qui correspond aux besoins du patient. Après la séance, je me sens plutôt bien, un peu fatigué de tous les efforts qu'on a fait dans la machine et fatigué aussi mentalement. C'est compliqué de se concentrer pour trouver les bons mouvements et dérouler la marche. Mais c'est aussi satisfaisant de pouvoir marcher et d'être debout. Les séances durent entre 1 et 2 heures pour éviter de trop fatiguer le patient et il faut en moyenne une 30aine de séances pour ne faire qu'un avec la machine. Mais finalement, quels sont les avantages pour la santé du patient ? On a une remise en route générale en fait, du corps et de toutes les fonctions internes du corps. Et comme c'est être debout et en mouvement, ça stimule le cerveau sur tout ce qui existe normalement, c'est-à-dire la marche, le fait de pouvoir se rattraper si on trébuche. Ce sont des automatismes fonctionnels du corps en fait, qui sont souvent déficients chez nos patients qui sont en rééducation. Ces machines offrent donc de nouvelles opportunités aux patients de développer tout leur potentiel. Cependant, il faut toujours être accompagné parce qu'il n'y a pas d'arrêt d'urgence et il n'y a pas non plus de gyroscope qui permet de rattraper l'équilibre si la personne se rate. Et donc il y a un risque de chute pour tous les exosquelettes actuellement.
Alors aujourd'hui, le défi à relever, si l'on peut dire, c'est celui de l'équilibre. Bah oui, parce que fabriquer un robot qui tient debout, ça on sait faire, mais quand il s'agit de mettre un homme dans un exosquelette et de coordonner l'équilibre des deux, là ça se complique sérieusement. Pour bien comprendre, direction maintenant le laboratoire du CEA List en région parisienne. Au CEA, en région parisienne, les experts en robotique ont participé au projet européen Balance pour étudier et améliorer la stabilité de la marche. Pour cela, ils ont mis au point un prototype d'exosquelette baptisé EMI Balance. Le but dans ce projet, c'était d'étudier de façon progressive, sur une personne saine au départ, comment la machine peut fugitivement, par instant, corriger des tendances au trébuchement, par exemple, c'est-à-dire quand on commence à perdre l'équilibre. Donc intervenir en entraînant la jambe et en forçant la personne, d'une certaine façon, à poser le pied au bon endroit, l'endroit que la commande a choisi comme étant le meilleur. Donc l'exosquelette doit être capable de ça, mais en même temps, il doit être capable d'autre chose. Il doit être capable d'être couplé étroitement à une personne et de garantir la stabilité d'un tel système, qui plus est, les deux étant de masse similaire. Et donc, c'est difficile pour la commande de garantir et donc d'offrir une sécurité pour la personne. Ok, mais comment savoir où l'exosquelette doit poser le pied pour se rattraper ? Dans la marche dynamique, on est en chute autour d'un pied. Et comme on a des semelles qui sont des surfaces, il faut être capable, à partir de cette pression de contact, de ce champ de force, comme on dit, bien de remonter à un seul point, qui va être le point sur lequel on considère qu'on est en train de basculer. Parce que si on ne connaît pas ce point précisément dans l'espace, on aura du mal à calculer le temps qu'on va mettre à tomber, où il faudra donc poser le pied. D'accord, mais comment calculer précisément où se trouve ce point ? Pour cela, il faut donc des capteurs sensibles, capables de traiter, de convertir en fait ce champ de pression en une seule force, une résultante, qu'on appelle une résultante, force résultante. Mais il y a aussi le fait que ce capteur doit être très rapide, parce que les mouvements de décollement du pied sont très rapides. Et la précision cumulée avec la vitesse de réaction, ce sont des contraintes qui sont difficiles à satisfaire. Et il y a plusieurs autres paramètres à calculer, comme la position du centre de gravité. Mais que se passe-t-il si on se trompe ? Une erreur de 1 cm ou 2 peut très bien produire une divergence, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier posé de pied, mais le deuxième va être encore plus mauvais, et le troisième, ainsi de suite, et entraîner une chute plus tard. Et c'est là une difficulté. Donc là, c'est un défi sur la précision de l'identification des paramètres mécaniques qui permettent de calculer justement les forces et les temps de réponse, les temps de chute, le bon posé de pied, etc. Ça se complique encore quand il faut prendre en compte les forces qui lient le patient à l'exosquelette. Mais vous avez déjà pu faire un test ? On a quand même réussi à faire quelques expériences, donc de poser le pied, mais sur un seul pas. Et on a pu constater effectivement qu'on contrôlait la posée de pied. Mais en fait, on en est quand même qu'au tout début. Après avoir réussi ces premiers essais sur un pas, il faut qu'on parvienne à enchaîner plusieurs pas, au besoin en demandant à la personne de simuler un pas correct, un pas incorrect, d'alterner les deux, de façon à constater ou à vérifier que la machine reste stable et peut être mis à disposition, par exemple, d'un groupe de patients. Et le but, c'est de parvenir, bien sûr, à ce que fait le thérapeute, c'est-à-dire qu'il accompagne la personne dans les couloirs, par exemple, et de temps en temps, le thérapeute intervient fugitivement et se dégage lorsque la personne reprend une marche plus normale. Donc on va demander à la machine d'agir de cette façon. Bon, si j'ai bien compris, les exosquelettes aident déjà les patients à remarcher. Mais l'équilibre de ces appareils doit être amélioré avant que les utilisateurs ne soient complètement autonomes. Voilà, et avant de refermer la première partie de ce dossier, une petite question pour vous. En 2017, un patient tétraplégique a pour la première fois reçu un implant dans la boîte crânienne pour piloter un exosquelette. Dans quel pays était-ce ? Aux États-Unis, en France ou en Israël ? Pour répondre, c'est juste après.
Et si ce dossier sur les exosquelettes vous a plu, eh bien n'hésitez pas surtout à le partager, à liker et à laisser vos commentaires. On vous lit toujours avec attention. D'ailleurs, prochainement, pour enrichir cette vidéo, nous répondrons à vos questions et nous ferons part aussi de vos commentaires. Alors allez-y, c'est à vous de jouer maintenant. Ah oui, une dernière chose, si vous avez envie de nous aider à produire ces vidéos scientifiques, vous pouvez le faire aussi en allant sur Tipeee. Un grand merci d'avance. Allez, ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures.